Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à ces 60 minutes d'information politique à travers le continent africain. Dans cette émission constituée Carl Week News, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Tchad, du Bénin, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Congo-Brazzaville, du Sénégal, du Ghana, du Burkina Faso, du Qatar et un zeste à la France. Je suis Constieka, restez des nôtres. Nous commençons dans ce programme d'information politique, cette heure qui vous est consacrée, tout en vous remerciant de prendre votre temps pour nous écouter et regarder comment l'Afrique bouge positivement. Nous commençons par la Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara qui est au four et au moulin. On peut seulement se dire que depuis la CAN 2023, qui a été l'objet d'une victoire pour les éléphants de Côte d'Ivoire, tout bouge en Côte d'Ivoire et le président n'est pas de tout repos. Le champion d'Afrique de football et détenteur du trophée CAN 2023 continue sa célébration à travers la ville et surtout le pays, la Côte d'Ivoire entière. Le trophée qui a été présenté à nombreuses personnes, ce fut au tour des garants de la sécurité nationale, à savoir les forces de défense et de sécurité, d'être à l'honneur en recevant le trophée CAN 2023 lors d'une cérémonie organisée à l'état-major des armées le lundi 4 mars. Reportage Ousmane Koulibaly, Charles Abdoulaye. Le lundi 4 mars 2024 était un jour de fête à l'état-major des armées de Côte d'Ivoire. Les forces de défense et de sécurité ont en effet reçu le trophée de la CAN 2023, rapporté par le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yassine Idriss Diallo. C'est debout dans le commande-car qui, lui, a été spécialement affrété, que le président de la Fédération ivoirienne de football a fait une entrée remarquable à la place des armes de l'état-major, où l'attendaient les autorités militaires et policières, avec à leur tête le général de corps d'armée, M. Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, a présidé l'instant. Le ballet des allocutions est ouvert par le chef d'état-major, général des armées, M. Lassina Doumbia, qui, au-delà des remerciements adressés à la FIF pour avoir pensé à visiter les forces de défense et de sécurité, s'est dit honoré au nom de ses frères d'armes de l'installation du trophée de la CAN sur l'illustre place d'armes baptisée du nom du général de corps d'armée, Ouattara Thomas Dakin. Notre coupe est là, présente devant nous, sublime et majestueuse. Au-delà de la joie qu'elle nous procure, la présence de ce joyau sur nos emprises dénote des liens forts qui unissent le peuple à ses forces régaliennes, dont elles en sont l'émanation. Elle est la preuve que le sport demeure un facteur de cohésion et de rapprochement, autant de valeurs partagées par l'institution militaire. Le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yassine Idriss Diallo, a témoigné l'honneur que représente cette cérémonie de présentation du trophée de la CAN 2023 aux forces de défense et de sécurité. Nous avons emprunté à vos corps le mot « le commando ». Nous nous en excusons. Mais en réalité, c'est parce que vous nous inspirez. Les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire sont l'inspiration des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous êtes notre inspiration parce qu'à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'enjeu n'était pas uniquement sportif. Et il est important de le signaler. Vous êtes la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous êtes la fierté parce que nous avons réussi à organiser une Coupe d'Afrique sans le moindre incident. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense absent, le général de corps d'armée, M. Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est dit fier de voir le trophée visiter l'état-major. Après le Parlement, notre représentation nationale, vous avez choisi de venir présenter solennellement aux forces de défense et de sécurité le trophée de champion d'Afrique qui couronne tant de sacrifices, qui couronne tout aussi tant d'abnégation.
mais surtout tant d'efforts. L'ensemble des membres des forces armées de Côte d'Ivoire voudrait, Monsieur le Président de la FIF, voudrait donc, par ma voix, vous dire merci. Vous dire grand merci pour cette marque d'estime et de reconnaissance. Troisième trophée de champion d'Afrique décroché par les éléphants de Côte d'Ivoire, devenu Commando Ivoire, revêt un symbole de fierté nationale et de ciment pour consolider les valeurs du pays et raffermir l'instinct patriotique. Ce trophée qui a fait la fierté de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne est le symbole éclatant d'une Côte d'Ivoire résiliente dans l'épreuve, d'une Côte d'Ivoire unie et d'une Côte d'Ivoire en paix et surtout d'une Côte d'Ivoire qui gagne. Après ce trophée qui a été présenté à tout le corps de défense de la République de Côte d'Ivoire, nous partons au Cameroun. Le Cameroun, le pays présidé par le patriarche Paul Biya. Au Cameroun, et nous allons nous focaliser sur la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, dont le premier vice-président, Sa Majesté Fon Ekoko Mokete IV, a reçu en audience l'ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne auprès de la République du Cameroun et pour la Guinée équatoriale. Monsieur Jean-Marc Châtaignier. Au menu des différents entretiens, la coopération entre la CCIMA, à savoir la Chambre de commerce et d'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun, et l'Union européenne. Ensemble, ils ont abordé des sujets sur le commerce et l'investissement. Reportage Raoul Sanko et Stéphane Négou. Établit un partenariat gagnant-gagnant pour le développement économique des petites et moyennes entreprises au Cameroun, tel est l'objectif visé par la rencontre de ce 29 février 2024 entre les ambassadeurs de l'Union européenne et les différents chefs d'entreprise réunis à la Chambre de commerce de la ville de Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Pour les ambassadeurs de l'Union européenne, le développement économique des petites et moyennes entreprises passe par la formation des différents jeunes à la maîtrise des rouages de l'entrepreneuriat, du digital et bien d'autres. Nous voulons vraiment travailler en partenariat de développement économique entre le Cameroun et l'Union européenne, c'est-à-dire favoriser le développement du secteur privé. Nous ne sommes pas ici, ou nous ne sommes plus ici pour faire de l'aide, pour apporter des dons. Nous sommes ici pour nous développer économiquement, pour trouver des marchés pour les entreprises européennes au Cameroun, pour qu'elles puissent se développer et qu'elles puissent créer de l'emploi en Europe, mais trouver aussi des marchés pour les entreprises camerounaises pour qu'elles puissent investir et développer leurs exportations vers l'Europe. Nous pensons fondamentalement que l'Union européenne et le Cameroun sont très complémentaires. Les produits du Cameroun sont différents des produits européens et inversement. Donc nous avons tout à gagner à travailler ensemble et à nous développer ensemble. Et nous voyons, je l'ai dit tout à l'heure à monsieur le Premier vice-président, le Cameroun aussi comme une tête de pont à l'échelon régional de l'Afrique centrale. Parce que c'est par le Cameroun qu'on pourra aussi développer la Centrafrique, le Tchad, qu'on peut aussi développer plusieurs marchés. Et donc nous voyons un fort intérêt pour l'Union européenne à travailler avec le Cameroun dans le cadre, dans le renforcement de nos liens de coopération, mais de financement de l'économie, de financement des entreprises, de formation des entrepreneurs, à l'accord de partenariat économique pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc des choses vraiment, je le disais tout à l'heure en anglais, très concrètes. Le Cameroun, de par sa position stratégique dans la sous-région CEMAC, avec le port autonome de Douala, constitue un vaste marché renfermant plein d'opportunités pour le développement des petites et moyennes entreprises grâce à l'appui et à l'accompagnement de l'Union européenne. Oui, l'ambassadeur de l'Union européenne est ici, il est à la tête d'une délégation forte. Il y a l'ambassadeur de France, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il y a aussi 6 ambassadeurs ici aujourd'hui. Donc c'est un signe qu'ils sont sérieux pour faire engagement avec le secteur privé. Douala, c'est le centre du secteur privé. Et on voulait une situation que nos engagements, nos coopérations est réelle et ça adresse certaines places de notre faiblesse, qui est le jeune qui veut les formations. Et les formations pratiques, les formations qui est utile.
Et je pense que cette discussion est vers cette direction et aussi trouver des financements. L'accès des financement est vraiment difficile, mais financement approprié et financement qui est vraiment, va être bien utilisé. Et je pense que cette coopération, ce n'est pas les dons, mais une coopération gagnant-gagnant. Et on voit que, honnêtement, il y a le vraie possibilité qu'on peut avoir une relation bénéficiaire, que tous les Camerounais peuvent bénéficier. Est-ce qu'il y a des domaines déjà identifiés? C'est donc un nouveau partenariat win-win entre l'État du Cameroun et l'Union européenne pour le développement des petites et moyennes entreprises qui donne ainsi la possibilité aux jeunes entrepreneurs de bénéficier non seulement des formations, mais aussi et surtout d'un accompagnement financier pour permettre à leurs start-up ou à leurs entreprises de véritablement décoller. Nous quittons le Cameroun pour le Tchad et au Tchad nous allons simplement avec désolation parler de ce sujet dans le pays du président Mahamat Idriss Déby Itno, un sujet qui a tout simplement trempé le pays dans la désolation. C'est cette attaque qui a fait plusieurs morts en N'Djamena, une tentative de déstabilisation qui a plongé le Tchad dans ses vieux cauchemars. Reportage Raoul Sankoué. La situation était tendue mercredi dernier à N'Djamena, dans la capitale tchadienne, secouée par des échanges au tir au bord du quartier général du parti de l'opposition. Plusieurs personnes auraient été tuées dans cette attaque. Une attaque contre les locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État avait eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi après l'arrestation d'un membre du PSF, par ailleurs secrétaire aux finances de ce parti de l'opposition, accusé de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Dans son communiqué, le gouvernement parle d'une attaque délibérée des complices de cet individu menée par les éléments du PSF, avec à leur tête le président de ce mouvement, Yaya Dillo, contre les bureaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État. Le porte-parole du gouvernement indique que la situation est sous contrôle, assurant que les auteurs de ces actes seront poursuivis conformément aux dispositions de la loi tchadienne. Nous quittons le Tchad pour la Côte d'Ivoire. Vous remarquerez que la Côte d'Ivoire va véritablement rythmer encore une fois ce programme parce que les activités politiques s'enfleuvent. La salle de conférence de l'état-major général des armées a abrité pour sa rentrée judiciaire et prestation de serment et magistrats, des juges et greffiers militaires. Cette cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahim Ouattara. Reportage Charlotte Adoulaye, Ousmane Koulibaly. La cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire et de prestation de serment de 2 greffiers au tribunal militaire d'Abidjan s'est déroulée le jeudi 29 février 2024 à la salle de conférence de l'état-major général des armées, présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Les autorités administratives ainsi que celles investies des pouvoirs judiciaires suivent avec attention la prestation de serment du sous-lieutenant Leroux Nizobo Luilis et de l'adjudant Konaté Vassiriki, tous deux issus de la promotion 2021-2022. Il faut le préciser, le tribunal militaire est une juridiction répressive. Pour la circonstance, le président de la cour d'appel d'Abidjan a rappelé aux nouveaux greffiers les vertus qui fondent ce métier. La loyauté exigée de vous met par ailleurs en valeur l'humilité attendue du greffier, c'est-à-dire de votre capacité à vous donner de vos propres tendances et vos humeurs pour accepter de vous mettre au service des usagers du service public de la justice. La vulgarisation ainsi que la sensibilisation du droit avant la répression figurent sur la liste des priorités du lieutenant-colonel Kwadjo Judicaël Magistrat, commissaire du gouvernement auprès du tribunal d'Abidjan. La juridiction militaire se force de répondre aux besoins, cette fois-ci en enseignement, en sensibilisation, en prévention, dans les unités des différentes armées, de même que celle de la gendarmerie et de la police nationale. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, salue le professionnalisme et la détermination des forces de défense et de sécurité. Le tribunal militaire est un outil très puissant de transformation des hommes. C'est de créer une armée professionnelle à travers des comportements. On a pu le constater lors de la CAN. Et tout ceci est dû au fait qu'il leur a apporté un certain nombre d'informations, de savoir-faire
à travers la justice militaire, et ceci est important. Au titre de l'année 2023, le tribunal militaire a reçu 886 plaintes et dénonciations. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Bénin, le pays du président Patrice Talon. Ce président qui fait des choses positives pour son pays et qui quittera le pouvoir très bientôt. La Haute Cour de justice du Bénin verra désormais 6 députés désignés par le Parlement siéger dans cette haute juridiction. La cérémonie a été présidée par son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Reportage pour CNN, Charlotte Aboulaye. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a présidé la cérémonie de prestation de serment de 6 députés désignés par le Parlement pour siéger à la Haute Cour de justice du Bénin. La dite cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, M. Louis Vlavonou, et des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Étaient également présents la vice-présidente, les membres de la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour suprême et les membres du Conseil électoral et les membres du gouvernement. La lecture des dispositions légales constituant le socle juridique de cette prestation de serment a été faite par le secrétaire général du gouvernement, M. Édouard Ouin-Ouro. La Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de 6 députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. La Haute Cour élit en son sein son président. Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. La lecture de l'article 12 relatif à la loi numéro 93-013 du 10 août 1999 a été faite par le secrétaire général de la Haute Cour de justice, M. Thierry Segereau Bidouzo. Les députés membres de la Haute Cour de justice prêtent serment devant le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République. Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de justice. La lecture des décisions portant en désignation des membres de l'Assemblée nationale au sein de la Haute Cour de justice a été faite par le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, M. Mariano Ogutolu. Le député Adéchokan Gafari est élu par l'Assemblée nationale pour siéger à la Haute Cour de justice en complément des 5 députés précédemment désignés par décision numéro P 2023-004-ANP-AN-PT du 16 juin 2023. Le secrétaire général du gouvernement, M. Édouard Ouin-Ouro, a fait prêter serment aux 6 députés désignés par le Parlement pour siéger à la Haute Cour de justice du Bénin. Jurez-vous et promettez-vous de bien et fidèlement remplir vos fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes. Moi, Gafari Adéchokan, je le jure. 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 Après avoir reçu le serment des membres de la Haute Cour de justice, le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, a renvoyé les nouveaux juges à l'exercice de leurs fonctions. Il n'a pas manqué de souligner combien capitale est la mission de la Haute Cour de justice. Au terme d'une cérémonie fort simple, mais hautement solennelle, les 6 députés désignés par leur père à l'Assemblée nationale entrent dans leur fonction de juge à la Haute Cour de justice du Bénin, en vertu de l'article 135 de la Constitution béninoise. En marge de la prestation de serment des députés désignés pour siéger à la Haute Cour de justice, M. Ibrahim Izzoudine a également prêté serment pour devenir membre du Conseil électoral, en remplacement de M. Nicolas Luc Aurélien Assogba, qui siège désormais à la Cour constitutionnelle. Le directeur général des élections, M. Abou Boukari Souley Adam, a donné lecture des articles 20, 21 et 24 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019
portant code électoral du Bénin. Le décret portant nomination du nouveau membre du Conseil électoral a été lu par le secrétaire général du gouvernement, M. Édouard Ouin-Ouro. Le secrétaire général du gouvernement, M. Édouard Ouin-Ouro, a fait prêter serment au nouveau membre du Conseil électoral. Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont vous êtes investi? Je le jure. M. Ibrahim Izzoudine a été nommé par le président de la République par décret numéro 2023-580 du 6 novembre 2023, après sa désignation par ses pairs magistrats, conformément à l'article 20 de la loi numéro 2019-43 portant code électoral en République du Bénin. Voilà qui fait plaisir de voir comme ça des députés, des prestations de serment dans des hautes institutions de nos différents pays d'Afrique. C'est l'heure ici de remercier notre partenaire officiel, l'UIL, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Dans cette université, tous les ans, sortent des élèves, des étudiants qui sont aptes à offrir tout de suite leurs services sur le marché du travail. Nous allons en Guinée-Conakry, le pays du président de transition Doumbouya. Dans ce pays, la Guinée-Conakry, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Bahouri, est déjà au travail. Il a pris contact avec les commissions interministérielles de la République de Guinée-Conakry. Reportage Charles Abdoulaye. Après avoir pris ses fonctions le jeudi 29 février 2024, le nouveau Premier ministre, M. Amadou Ouri Ba, a rencontré le lundi 4 mars 2024 au Petit Palais le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, qui coordonne les commissions interministérielles chargées de l'expédition des affaires courantes. L'objectif de sa visite est de suivre de près l'évolution des travaux des commissions chargées de coordonner l'expédition des affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Cette rencontre est inscrite dans le cadre de la prise de contact du nouveau Premier ministre. Elle lui a permis de mesurer l'ampleur du travail accompli par les dites commissions jusqu'à présent. Après ma nomination, suite à la dissolution du gouvernement, il était tout à fait normal et urgent de pouvoir rencontrer les responsables, aussi bien membres du CNRD que le cabinet civil et tous les secrétaires généraux des ministères qui ont tenu le pays durant cette période, disons, de vacances en ce qui concerne le gouvernement. Les résultats de ces travaux m'ont été communiqués tout à l'heure. J'ai apprécié la qualité du travail qui a été fait. J'ai constaté avec beaucoup de bonheur, malgré une situation qui était relativement tendue, le mouvement de débrayage sur le plan social, des urgences dans beaucoup de domaines et dans un contexte de dissolution de manière inattendue du gouvernement, les choses se sont très bien passées. L'État a continué à fonctionner sans heurts et je remercie et je félicite tous les membres qui ont contribué à cet heureux dénouement. Parce que vous savez, un État, c'est la continuité d'abord. Et la continuité de l'État a été brillamment assurée
par les membres ici présents. Mise en place dès le lendemain de la dissolution du gouvernement, ces commissions regroupent les membres du CNRD, des conseillers du chef de l'État et du cabinet présidentiel. Elles ont permis d'assurer la continuité de l'État en cette période d'absence du gouvernement. Après la Guinée-Conakry, juste un petit saut et nous revenons en Côte d'Ivoire où le président a une journée marathon, une journée pas de tout repos pour son Excellence, le président Alassane Ouattara. La journée marathon de son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui aura reçu dans sa résidence du Golfe à Cocody, le lundi 4 mars dernier, tour à 10h, Sa Majesté Mathilde Duquesne d'Akos, reine des Belges, et à 12h, M. Noumam Kurtulmus, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, et son homologue ivoirien, l'honorable Damabi Togo, et enfin à 18h30, Mme Raymonde de Gagné, présidente du Sénat, qu'accompagnait la très majestueuse présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Madame Kandia Camara. Reportage, Charlotte Abdoulaye et surtout la caméra précise d'Ousmane Koulibaly. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a eu des entretiens le lundi 4 mars 2024 à sa résidence 6 à la Riviera Golfe à Abidjan, dans la commune de Cocody, respectivement avec Sa Majesté Mathilde Duquesne d'Akos, reine des Belges, M. Numan Kurtulmus, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, et Mme Raymonde Gagné, présidente du Sénat du Canada. Pour rappel, c'est en 2016 que le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a désigné la reine Mathilde de Belgique comme l'une des 16 défenseurs des objectifs de développement durable, ODD. C'est donc à ce titre qu'elle avait effectué plusieurs missions sur le terrain, organisé des rencontres avec des personnes impliquées dans le domaine tout au long de l'année. La reine a aussi présenté régulièrement son rapport face à l'Assemblée de l'ONU à New York. Sa Majesté Mathilde Duquesne d'Akos séjourne en Côte d'Ivoire du 3 au 6 mars 2024 dans le cadre de ses fonctions de défenseur des objectifs de développement durable, ODD, pour les Nations Unies. Elle commence sa visite de travail de 4 jours en Côte d'Ivoire le lundi 4 mars 2024 avec un entretien avec le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Il est un peu plus de 10 heures quand la berline transportant à son bord Sa Majesté Mathilde Duquesne d'Akos, reine des Belges, entre dans l'enceinte de la résidence de la Riviera Golfe à Abidjan du président de la République de Côte d'Ivoire. Cette visite de la reine des Belges au chef de l'État ivoirien avait pour but de lui faire ses civilités. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a rejoint le chef de l'État et son hôte vers 10h42. Ensuite, les trois personnalités ont posé pour une photo de famille. L'entretien a pris fin à 10h51. Durant son séjour, la reine Mathilde observera les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en matière de développement durable. Quant à l'entretien du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, avec le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, M. Numan Kurtulmus, il a porté sur les relations bilatérales entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. M. Numan Kurtulmus a indiqué avoir profité de cette rencontre avec le chef d'État ivoirien pour évoquer l'actualité internationale, notamment la crise israélo-palestinienne. Nous avons traité des sujets bilatéraux concernant Turquie et la Côte d'Ivoire. Entre les deux pays, nous allons travailler ensemble pour renforcer les relations économiques, les investissements, la culture, l'éducation, le tourisme. Et nous allons aussi travailler pour augmenter le volume de commerce de 600 millions de dollars qui existe entre nos deux pays actuellement. Nous avons exprimé notre détermination du côté ivoirien et du côté turc à faire augmenter ce volume de commerce. Monsieur le Président a aussi exprimé son appréciation et a présenté ses remerciements concernant le positionnement de notre président de la République, M. Recep Tayyip Erdogan, du position de leadership et des idées qu'il défend dans l'arène internationale. Pour terminer, il a salué le développement impressionnant de la Côte d'Ivoire sous le leadership du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, et a réaffirmé la volonté de la Turquie de renforcer sa collaboration avec tous les pays africains dans un partenariat gagnant-gagnant, en particulier avec la Côte d'Ivoire.
Les échanges du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, avec la présidente du Sénat du Canada, Madame Raymonde Gagné, en visite officielle en Côte d'Ivoire, qui, elle, était accompagnée de la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Madame Kandia Camara, ont porté, eux, sur les relations diplomatiques historiques entre le Canada et la Côte d'Ivoire et les pistes de réflexion pour approfondir davantage, avec notamment un regard tourné vers l'avenir. Nous avons parlé de relations diplomatiques historiques, alors depuis 1962, et de savoir comment on est en mesure encore d'approfondir ces relations avec un regard sur l'avenir. Évidemment aussi l'importance de la francophonie, de pouvoir continuer ce dialogue entre pays francophones et de pouvoir aussi peut-être mieux le structurer, surtout au niveau du commerce international. Nous avons aussi salué le leadership pour ce qui est de l'inclusion des femmes dans la prise de décision, l'éducation des jeunes filles et de pouvoir soutenir les mamans dans leur développement et aussi de pouvoir participer activement au niveau de l'économie. La présidente du Sénat du Canada a par ailleurs salué le leadership de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'inclusion des femmes dans les instances de prise de décision, mais aussi au niveau de l'éducation et de l'autonomisation des femmes à travers par exemple le plein emploi et l'égalité des genres. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Tchad. Comme je vous l'ai dit, c'est le pays présidé par Mahamat Idriss Déby Itno, un pays de paix normalement, un pays qui a reçu quelques petites secousses, mais là, tout est rentré dans l'ordre et ce pays va vivre très prochainement des élections présidentielles. Le président d'ailleurs sera candidat à sa propre succession. Au Tchad, 2 diplomates en fin de mission ont été reçus et décorés par le président de transition, chef de l'État et candidat à sa propre succession, comme je disais tantôt, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience l'ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Khalgiziz, et la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakiomia. Les 2 diplomates arrivés en fin de mission au Tchad sont venus faire leurs adieux au président de la transition, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui les a décorés dans l'ordre national du Tchad, respectivement officiers et chevaliers. C'est l'ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Khalgiziz, qui a été le premier à être reçu avec en toile de fond les adieux diplomatiques dans une ambiance empreinte d'émotion et de reconnaissance. Le diplomate turc a été élevé au rang d'officier dans l'ordre national du Tchad par le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, pour sa contribution exceptionnelle au renforcement des relations bilatérales entre la Turquie et le Tchad et pour son dévouement à la promotion de la coopération et de la compréhension mutuelle entre les 2 pays. Nous avons fini notre mission ici avec une réussite. J'ai eu aussi l'honneur d'être décoré par Monsieur le Président. J'ai représenté mon pays ici avec une grande fierté et je quitte le pays un peu de tristesse parce que j'ai passé 4 années ici au Tchad et je me suis senti toujours chez moi. La 2e diplomate reçue est Violette Kakiomia, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad. Elle a été élevée au rang de chevalier dans l'ordre national du Tchad par le président de la transition, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Cette distinction reconnaît son engagement en faveur du développement durable, de la protection des droits de l'homme et de l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables du Tchad, des domaines dans lesquels les Nations Unies accordent une importance capitale dans leur partenariat avec le Tchad. Je suis là depuis le début de transition. Je lui remercie pour la stabilité qui nous a permis à continuer à travailler et nous avons lui parlé de notre souhait
que ça continue, avec un pays stable, nous pouvons réaliser le développement et les résultats pour la population. Ces décorations, décernées par le chef de l'État, témoignent de la reconnaissance officielle du Tchad à ces deux diplomates pour leur mission bien accomplie, leur dévouement et leur contribution significative à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement dans le pays. Ils laissent derrière eux un héritage durable de coopération et d'amitié entre le Tchad et la Turquie d'une part et avec les Nations Unies d'autre part. Les deux audiences se sont déroulées en présence de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et des proches collaborateurs du chef de l'État. Nous quittons le Tchad, mais nous restons toujours dans le Sahel et nous allons au Mali. Le Mali, où le colonel Assimi Goïta est président de la République. Cela peut paraître un peu étonnant pour nombreux. C'est le 4 mars qui a été choisi pour la présentation des vœux de Nouvel An 2024 des membres du gouvernement malien au président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État de la République du Mali. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le 4 mars dernier, le chef de l'État et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu les vœux de Nouvel An du gouvernement lors d'une cérémonie solennelle à Koulouba. Le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, a pris la parole au nom de l'ensemble du gouvernement pour adresser ses vœux de bonheur, de santé et de paix au chef de l'État et président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à sa famille ainsi qu'à ses collaborateurs. En réponse au gouvernement, le chef de l'État et président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a salué les efforts du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de la transition, tout en rappelant l'importance de réduire le train de vie de l'État conformément aux attentes exprimées par le peuple malien lors des assises nationales et de la refondation. Il a souligné que les préoccupations du peuple malien demeurent la priorité des autorités maliennes de la transition. Aujourd'hui, nous avons la lourde responsabilité de redéfinir notre destin commun et que certains partenaires avaient cru pouvoir sceller en nous maintenant indéfiniment dans une forme de dépendance servant uniquement leur seul intérêt. Le gouvernement malien travaille à la mise en œuvre de 4 axes majeurs de son plan d'action, à savoir la sécurité sur l'ensemble du territoire malien, les réformes politiques et institutionnelles, le pacte de stabilité sociale, ainsi que l'organisation des élections générales au Mali. Monsieur le Premier ministre, les réalisations ici exposées par vos soins prouvent à suffisance que la transition a le souci constant de la résolution des préoccupations des Maliens et conformément aux engagements pris. Force est de constater que le Mali, de par ses choix courageux, continue de restaurer sa dignité et sa souveraineté sur la scène internationale, et particulièrement à travers la constante et la détermination de sa diplomatie qui s'est résolument engagée à porter la voix du peuple malien à travers le monde. Face au défi de la réconciliation nationale et du vivre ensemble, le chef de l'État et président de la transition, le colonel Assimi Goïta, apprécie le bon démarrage du processus de dialogue intermalien. Je tiens à féliciter le sens patriotique des experts maliens en informatique qui se sont dédiés à cette tâche ardue à titre de bénévole. Car cette récupération des données était déterminante pour les échéances électorales à venir. Tout en félicitant le gouvernement pour sa détermination dans le processus d'adoption du pacte de stabilité sociale, je salue également les organisations syndicales pour leur esprit de dialogue constructif et leur sens du patriotisme. Le chef de l'État et président de la transition, le colonel Assimi Goïta, se réjouit aussi des actions en cours pour lutter contre la corruption. À cela s'ajoutent les mesures prises pour la relance économique. Le renforcement du dispositif de lutte contre la mauvaise gouvernance en général et plus particulièrement contre la corruption, la délinquance économique et financière traduit notre choix affirmé de promouvoir la vertu au sein de l'administration publique. Les actions déjà en cours l'attestent amplement. En plus de ces réalisations et conformément au plan d'action du gouvernement, les mesures de relance économique et sociale prises visent à atténuer la souffrance des Maliens. Le chef de l'État et président de la transition, le colonel Assimi Goïta, encourage le gouvernement à continuer dans la même direction afin de répondre aux aspirations des Maliens. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous adresser personnellement ainsi qu'aux membres du gouvernement et à vos familles respectives mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité
au cours de cette nouvelle année. Cette cérémonie a été l'occasion pour le gouvernement de réaffirmer son engagement envers le peuple malien et son dévouement à poursuivre les réformes nécessaires pour assurer un avenir radieux pour le Mali. Après le Mali, nous allons dans le pays dirigé par l'empereur, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville. Et c'est lieu ici de remercier tout ce que fait la direction de CEDIREC, notre partenaire, avec à la tête Judy Gaël Moussirou, pour mettre comme ça en exergue tout ce que fait le président Denis Sassou Nguesso, d'abord pour son pays, le Congo-Brazzaville, et puis aussi pour toute l'Afrique. Son Excellence Denis Sassou Nguesso a présidé le lancement officiel de la production du gaz liquéfié de la société Eni Congo à Pointe-Noire. On peut affirmer avec joie que la première cargaison du GNL congolais est désormais disponible. Reportage Charlotte Abdoulaye. Dans le cadre du projet Congo GNL, gaz naturel liquéfié, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a lancé officiellement le 26 février 2024, dans la capitale économique du Congo, la production du gaz liquéfié de la société Eni Congo, en présence des corps constitués nationaux et départementaux de Pointe-Noire et de Kwilu. Le Congo occupe une place de choix dans l'histoire du groupe Eni, ainsi que dans sa stratégie de croissance et de diversification. Dans son message de bienvenue aux hôtes, le maire de Ngoyo a remercié le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour sa vision éclairée. Pour comprendre le contenu de ce grand projet, une vidéo a été projetée à l'attention des invités. Le groupe Eni a, à travers ses activités, contribué au développement de l'économie congolaise. Congo GNL est le premier projet du genre au Congo. La société Eni Congo y a investi 5 milliards de dollars. En mettant en place de nouvelles infrastructures et en optimisant celles existantes, ce projet exploite les importantes ressources gazières, répondant aux besoins énergétiques locaux, tout en permettant les exportations vers d'autres pays, principalement vers l'Europe, en utilisant son port comme principal port d'escale, renforçant ainsi la sécurité énergétique. Prenant la parole, le directeur général d'Eni Congo, M. Claudio Descalzi, s'est félicité du partenariat entre l'Italie et le Congo. Le Congo, avec Eni, a commencé à développer le gaz depuis plusieurs années pour fournir une énergie électrique durable à sa population et à son industrie. Et maintenant, en relation avec les importantes réserves découvertes, pour la première fois, nous avons réussi à lancer l'exportation de gaz liquéfié depuis les côtes congolaises, grâce à des technologies innovantes utilisées pour la première fois en Afrique. Le ministre congolais des hydrocarbures, M. Bruno Jean-Richard Itoilé, a signifié que le projet Congo GNL marque non seulement un tournant dans l'histoire énergétique du Congo. Ce projet marque non seulement un tournant dans l'histoire énergétique de notre pays, mais également le début d'une ère nouvelle dans cette industrie, avec la production, dès l'année prochaine, de plus de 3 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié, en sigle GNL en français, LNG en anglais, d'où le nom attribué de commun accord au projet, à savoir Congo GNL. Ce projet est un exemple brillant de ce qui peut être accompli lorsque le leadership visionnaire et transformationnel rencontre l'innovation, l'engagement et la collaboration internationale. Il symbolise l'entrée de notre pays et de notre partenariat sur la scène mondiale en tant que producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié. Le patron d'Eni, Claudio Descalzi, a été élevé au grade de grand officier de l'ordre du mérite congolais par le président de la République du Congo en personne et qui a par la suite procédé à l'ouverture des vannes symbolisant le lancement de la production. À travers ce projet, le Congo devient le premier membre des pays exportateurs du GNL. Ce développement lui donne plus de force et d'emploi à l'industrie locale ainsi qu'à la crédibilité du système énergétique national. Bravo au président de la République du Congo-Brazzaville, son excellent Denis Sassou Nguesso. Nous allons parler du Sénégal. Le Sénégal qui va vivre dans quelques temps des élections présidentielles. C'est le pays dirigé par son excellence Macky Sall.
Au Sénégal, ce pays de très grande tradition démocratique, c'est sûrement le bout de ce qui semblait être un long tunnel. Le dialogue national a eu lieu et les conclusions du rapport de ce dialogue national, compilé dans un document, est remis au président sortant de la République sénégalaise, son Excellence, M. Macky Sall. Quand on sait que le président Macky Sall, actuel président de la République du Sénégal, a reçu ce document, on peut tout simplement se réjouir de savoir qu'il a précisé qu'il ne se présenterait pas à ces élections présidentielles. Ce document que vous voyez est un document qui compile toute cette conférence nationale. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le rapport final du dialogue national tenu le 26 et 27 février à Diamniadio, près de Dakar, a été remis le lundi 4 mars 2024 au président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. À l'issue des discussions axées sur la date de l'élection, suivi des modalités de participation et la situation juridique, après le 2 avril 2024, fin du mandat du président de la République du Sénégal en exercice. Les plénières de ces deux commissions, qui sont les organes souverains regroupant l'ensemble des parties prenantes du dialogue national, ont consensuellement acté les points suivants. 1. L'organisation de l'élection présidentielle. Plusieurs périodes ont été proposées en commission lors des débats. La période d'avant-hivernage, période de l'hivernage, période d'après-hivernage. Pour ce qui concerne la période avant-hivernage, il y a deux séquences. Celle qui voudrait que l'élection se passe avant le 2 avril, celle qui voudrait que l'élection se fasse au-delà. Pour ce qui concerne le 2 avril, le premier constat qu'on fait, c'est que c'est le défaut de base légale. Il n'y a aucun texte aujourd'hui qui permet d'organiser cette élection avant le 2 avril. Pour ce qui concerne l'autre séquence qui voudrait qu'on le fasse après le 2 avril, mais avant l'hivernage, on pourrait recourir à l'article LO 137, mais en y recourant, il faut aller au-delà du 13 mai. S'il faut faire le décompte, il faut nécessairement avoir une date au-delà. En commission, 3 dates ont été proposées, celle du 19 ou du 26 mai 2024, ainsi que la date du 2 juin 2024. Celle du 26 et du 19 coïncidait avec la Pentecôte. Celle du 26, c'est les retenues. Le deuxième tour va tomber sur la Tabaski. Et celle du 2 présentait moins de gêne pour l'électorat. Debout et par acclamation, la date du 2 juin a été finalement retenue. 2. Maintenir les 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel avec la réserve d'un nouvel examen des candidatures pour régler la question des éventuels cas de double nationalité ou les corrections nécessaires pour les parrainages des candidats qui se considèrent lésés par le système et qui se font appeler spoliés ou recalés. Le 2 juin semble la date la plus dégagée, puisque le deuxième tour tomberait sur le 23 juin. Il y a une question qui est accolée à cette question des dates, c'est la question de l'ouverture partielle à ceux qui, d'abord, sont confrontés à la question de la binationalité et en même temps à ceux qui sont considérés comme étant le collectif dit des spoliés. L'application de l'alinéa 2 de l'article 36 de la Constitution, le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur pour assurer la continuité de l'État et la permanence institutionnelle, au besoin saisir le Conseil constitutionnel pour avis. À l'unanimité, les membres de la Commission ont recommandé, au nom de la continuité de l'État, au nom de la permanence des institutions, et pour éviter qu'il y ait une discontinuité dans le fonctionnement des institutions ou une rupture susceptible de préjudicier au fonctionnement de l'État, les membres de la Commission ont proposé de faire application de l'article 36 alinéa 2 de la Constitution. Il dit textuellement, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. La proposition du 2 juin reste dans le cadre de l'application de l'article LO.137 avec la convocation du corps électoral 80 jours au moins avant l'élection. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, a pris note des recommandations du dialogue national. J'aurais pu, immédiatement après la décision du Conseil, fixer la date par décret. Mais je pense qu'il fallait partager avec les acteurs concernés
que ce soit les candidats, les partis politiques, les forces vives de la nation, parce qu'il s'agit d'une question qui intéresse la nation, la question de l'élection du président de la République, une question majeure qui nécessite de consulter le maximum d'acteurs. C'est pourquoi je remercie encore une fois toutes les parties prenantes de ce dialogue. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, devra saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis. À la suite de ce dialogue, je pense que je serai plus à l'aise pour prendre une date et la fixer. Et je dois aussi consulter le Conseil pour avis, puisqu'il y a un sujet de controverse. Et comme certains l'ont dit, ça aurait été un sujet facile si nous n'étions pas des êtres ou des esprits supérieurs et complexes. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a réaffirmé sa volonté de se conformer aux volontés du Conseil constitutionnel et de les faire appliquer tout en mettant l'accent sur les coraux de la démocratie ainsi que de l'État de droit au Sénégal. Après le Sénégal, nous allons au Ghana. C'est pas de coutume qu'on parle souvent des pays d'expression anglaise, mais au Ghana, l'heure était à la fête nationale. Invité par son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo, président de la République du Ghana, le président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, est arrivé au Ghana afin de participer aux festivités marquant le 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana le mercredi 6 mars. Reportage Charlotte Abdoulaye. Sur invitation du président de la République du Ghana, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part le mercredi 6 mars dernier aux festivités marquant la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana à Koforidua, une ville à l'est du pays. Invité d'honneur de cette célébration, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu à son arrivée les honneurs dus à son rang, puis s'est installé à la tribune officielle. Le président de la République du Ghana, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a fait son entrée au stade sportif de Koforidua quelques temps après son invité. Une entrée marquée par un tour d'honneur. La célébration de cette année est placée sous le thème « Notre démocratie, notre fierté ». Elle vise à maintenir la paix au Ghana, en particulier dans le contexte des prochaines élections présidentielles et législatives en 2024. Dans son discours de circonstance, le président de la République du Ghana, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a fait une mention spéciale à son invité d'honneur et homologue ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, qu'il remercie d'avoir honoré à son invitation. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a quant à lui salué l'excellente qualité des relations bilatérales qui existent entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, des liens fraternels et historiques. I also want to thank Ghana for your contribution. Je voudrais aussi remercier le Ghana pour sa contribution à la réussite de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est tenue du 13 janvier au 11 février dernier en Côte d'Ivoire. Hier, le match entre l'ASEC Mimosa et la Santé Kotoko a été une autre célébration fraternelle de l'amitié et de la solidarité entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La cérémonie a été marquée par un défilé des forces vives ghanéennes. On a pu voir à cette parade la communauté ivoirienne vivant au Ghana. Le défilé militaire a été un autre temps fort de cette cérémonie, marquant la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Cette parade militaire a révélé la puissance des forces de défense et de sécurité ghanéennes. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan le mercredi 6 mars 2024 à l'issue de la cérémonie marquant la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Allons-y maintenant au Burkina Faso, ce pays des hommes intègres dont le pays est présidé par le chef de transition Ibrahim Traoré. Le président de transition au Burkina Faso, M. Ibrahim Traoré, chef de l'État burkinabé, a détaché les responsables pour accélérer les travaux d'infrastructures ferroviaires et routières pour le bonheur des populations du Burkina Faso, ce peuple de travailleurs. Et on espère revoir ces trois pays, je disais tantôt, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, retrouver la grande famille de la CEDEAO. Depuis le Burkina Faso, reportage. Suite aux récents progrès dans la lutte contre le terrorisme,
Ibrahim Traoré, le leader de transition du Burkina Faso, réoriente son attention vers plusieurs initiatives vitales en matière d'infrastructure et de développement au sein du pays. Nous examinons le service de train de voyageurs du Burkina Faso qui a récemment été relancé après plus de 4 ans d'arrêt. Avec le retrait du Burkina Faso de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, il existe une opportunité de prendre des mesures décisives pour faire avancer des projets clés qui renforceront la connectivité du pays et stimuleront la croissance économique. Le Burkina Faso accélère ses initiatives pour capitaliser sur le nouveau sentiment de sécurité et de stabilité au sein de la nation. Pour garantir l'exécution efficace de ces projets, des responsables sont déployés depuis le bureau du président pour des visites inopinées sur divers chantiers de construction à travers le Burkina Faso. Ils ont eu des délais, mais on espère bien sûr qu'ils fassent le plus vite possible pour mettre ces infrastructures bien sûr en service et faire bénéficier à la population des produits dérivés de cette structure. Donc même si on peut finir ça demain, bien, ce serait la bienvenue. L'une des initiatives marquantes sous la direction d'Ibrahim Traoré est la construction d'une route de 45 km, qui constitue un lien vital entre les 3e grandes villes du Burkina Faso et plusieurs villes libérées des forces terroristes. Ce projet ambitieux, actuellement en voie d'achèvement à un taux impressionnant de 65%, symbolise la détermination de Traoré à améliorer l'accessibilité et la sécurité dans les régions touchées par le conflit. Une société Sorobat qui a pris un engagement douloureux aussi, vous le connaissez, mais au moins on est en train d'assumer. Donc on est en train d'avancer. Je vous laisse le choix d'évaluer les qualités de travaux. Vous êtes aussi devant la vraie Sorobat. En surveillant ces actifs industriels clés, Traoré vise à optimiser leur efficacité et leur productivité, contribuant ainsi à la résilience économique et à l'autosuffisance du Burkina Faso. Avant que le projet ferroviaire industriel ne soit achevé, Ibrahim Traoré s'est lancé dans une mission importante visant à rétablir le service ferroviaire de voyageurs du Burkina Faso, une bouée de sauvetage vitale entre la capitale et le centre animé de Bobo. Après environ 4 ans d'arrêt du service, le retour du train de voyageurs a suscité joie et enthousiasme parmi les résidents. À la gare de la capitale, un sentiment d'impatience palpable remplit l'air alors que le son familier du sifflet du train résonne à nouveau. Alors que le pays continue de faire face à divers défis, la vision et le leadership de Traoré servent de catalyseurs de progrès, faisant avancer des initiatives qui responsabilisent les communautés, stimulent la croissance économique et renforcent la position du Burkina Faso sur la scène mondiale. Avec Traoré à la barre, le Burkina Faso est prêt à réaliser tout son potentiel et à tracer la voie vers un avenir meilleur pour tous ses citoyens. Cette approche stratégique souligne la détermination à capitaliser sur les récents succès du Burkina Faso et à les traduire en améliorations tangibles en matière d'infrastructure et de développement. En donnant la priorité aux initiatives qui améliorent les réseaux de transport et les infrastructures industrielles, Traoré cherche à jeter les bases d'une croissance économique et d'une prospérité durable au Burkina Faso. Je disais tantôt qu'on parlera beaucoup de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on se demande où trouve-t-il toutes ses forces, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Tous les jours, à toute heure, il est au four et au moulin. Nous allons parler de cette grande journée du jeudi 7 mars 2024. Tout a commencé par la réception au palais présidentiel, ce jeudi 7 mars, de M. Claudio Descalzi, PDG de la société italienne Eni. Il a été sur pied pour couvrir comme ça pour CNN cet entretien et surtout ce moment fabuleux qui augure des perspectives positives pour la Côte d'Ivoire. Lui, c'est Ousmane Koulibaly, notre reporter officiel. Reportage. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé le jeudi 7 mars 2024 au palais de la présidence de la République avec M. Claudio Descalzi, président directeur général du groupe Eni, une société pétrolière d'origine italienne spécialisée dans le domaine de l'exploration et de la production. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a exprimé sa joie d'accueillir à nouveau M. Claudio Descalzi, dont le groupe Eni a découvert, il y a environ 3 ans, au large des côtes ivoiriennes, le gisement Baleine, le plus grand champ pétrolier et gazier jamais découvert en Côte d'Ivoire et qui permettra à la Côte d'Ivoire de monter en puissance dans la production du pétrole et du gaz. Il a également salué la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le groupe Eni et au-delà entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Nous aurons le plaisir de recevoir le président d'Italie en début avril pour une visite d'État. C'est montrer les liens forts qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. J'ai eu l'occasion
de rendre visite à Saint-Étienne-le-Pape également. Le président directeur général du groupe Eni, M. Claudio Descalzi, a pour sa part indiqué être porteur d'une bonne et très importante nouvelle, à savoir la découverte d'un nouveau gisement de pétrole et de gaz associé et léger dans le bassin sédimentaire offshore de la Côte d'Ivoire, d'une teneur se situant entre 1 et 1,5 milliard de barils, avec une probabilité d'augmentation de ce potentiel. Il a également souligné que son équipe et lui-même éprouvent du plaisir à travailler en Côte d'Ivoire, un pays dans lequel la sécurité et les conditions de travail sont garanties et où l'on peut investir sans crainte. Aujourd'hui, on a annoncé, Monsieur le Président, une nouvelle découverte du gaz avec du condensé, donc de l'huile très légère associée. On parle d'une découverte entre 1 milliard et 1 milliard et demi de barils équivalents, donc c'est du gaz et du pétrole très léger, de l'huile très légère. C'est une grande découverte. On vient de la faire, on vient de l'analyser, on a fait très rapidement. C'est un premier puits, mais avec une vision sismique très claire. On se sent en sécurité en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement un développement sur la partie upstream, sur la partie énergie, mais avec un très important contribut d'un point de vue social. Le Premier ministre, M. Robert Mambey-Begré, le ministre, directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoa Koulibaly et la secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masséré Touré-Koné, ont pris part à la rencontre. Nous ne bougeons pas du palais présidentiel ce jeudi 7 mars. L'équipe de reportage de CNN reste là parce que le président ne sera pas de tout repos. Toujours dans cette journée du 7 mars, le chef de l'État ivoirien, comme je le disais tantôt, qui n'a été de tout repos, a accordé un entretien à son Excellence, M. Joseph Nyouma Boakai, président de la République du Libéria. Il est à noter que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meyele Koné, était présent, ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Il faut rappeler nos grandes institutions, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, ainsi que la présidente du Sénat, Mme Kamisoko Kandia Kamara. Tous au palais présidentiel pour réserver un accueil chaleureux au président du Libéria. Reportage Ousmana Koulibaly. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu le jeudi 7 mars 2024 au palais de la présidence de la République avec son homologue libérien, son Excellence Joseph Boakai, en visite d'amitié et de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, s'est réjoui d'accueillir le président de la République du Libéria, son Excellence Joseph Boakai, qui a choisi la Côte d'Ivoire pour effectuer sa première visite officielle et lui a renouvelé ses chaleureuses félicitations pour son élection à la magistrature suprême du Libéria, tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses hautes fonctions. Monsieur le Président, je voudrais vous renouveler mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la magistrature suprême du Libéria et vous souhaiter plein succès dans l'exercice de ces hautes et nobles fonctions. Les relations sont anciennes, historique et pleine d'amitié et de fraternité. Le président de la République du Libéria, son Excellence Joseph Boakai, a pour sa part remercié le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'accueil chaleureux et félicité le gouvernement ivoirien pour la qualité de l'organisation de la Cannes 2023 qui a rendu la sous-région fière. Excellence, nous avons une longue liste de vos actions formidables que vous avez su mener et qui ont contribué à améliorer nos relations et qui ont encore aidé le Libéria à grandir, surtout dans les domaines de l'électricité, de l'agriculture. Excellence, je voudrais vous remercier très fortement pour l'électricité qui est mise à disposition, non pas seulement pour la sous-région, mais pour le Libéria, et qui contribue au bien-être des populations. À cette occasion, les deux chefs d'État se sont engagés à consolider davantage les relations et à augmenter les échanges économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Libéria.
Au cours du déjeuner officiel offert en l'honneur de son homologue libérien, son Excellence Joseph Boakai, le président Alassane Ouattara l'a élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national et a réaffirmé sa volonté d'intensifier davantage les échanges économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Monsieur le Président, chers frères, je note avec satisfaction que la Côte d'Ivoire et le Libéria partagent le même idéal de développement et disposent d'importantes potentialités susceptibles de nous permettre de réaliser notre commune aspiration à une intégration réussie de nos économies. Je me félicite à cet égard de la bonne disposition de nos gouvernements à œuvrer de concert au renforcement de notre coopération pour le bonheur de nos populations en quête de bien-être. Voilà qui fait plaisir et qui montre que l'Afrique positive se construit et de belle manière. Quand nos leaders montrent l'exemple, comme c'est le cas, ça fait énormément plaisir. Direction le Qatar. Au Qatar, nous allons retrouver toute la délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui lui aussi n'est pas de tout repos pour sécuriser les habitants de Côte d'Ivoire, ses compatriotes ivoiriens. Au Qatar, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, a participé à la 8e édition de l'exposition maritime de Doha. Plusieurs objectifs visés par le ministre d'État, ministre de la Défense, dont tous convergent vers le bien-être sécuritaire des populations ivoiriennes. Reportage Charlotte Abdoulaye. La 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime, dont l'objectif principal est de construire des partenariats et des alliances axées sur l'établissement de la sécurité et de la stabilité dans nos mers et océans, contribuant positivement au bien-être économique et social des nations et des communautés, qui se déroule au Qatar du 4 au 6 mars. La Côte d'Ivoire est représentée à la 8e édition du DIMDEX 2024 par son ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, ce qui traduit l'intérêt du gouvernement ivoirien à cette thématique. Nous avons des partenariats avec certains fournisseurs que nous venons de rencontrer pour faire avancer les dossiers. Ce genre de savoir est très important pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons bénéficier du soutien de ce pays important. Le Qatar, ce n'est un secteur pour personne. Recèle beaucoup de capacités et pour ce faire, nous pensons qu'il est important pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui essaie de se développer sur le plan militaire. Le Centre national de convention de Doha a abrité la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous des acteurs du secteur maritime, occasion pour les uns et les autres d'échanger avec les entreprises concessionnaires de bateaux et d'avions. En marge de la 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime, DIMDEX 2024, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a été reçu par le vice-premier ministre, ministre d'État en charge des affaires de la Défense, son Excellence Khalid bin Mohamed Al Attiyah, à sa résidence à Doha. Ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara a traduit sa reconnaissance à son homologue du Qatar pour l'accueil et toutes les marques d'attention dont lui-même et les membres de sa délégation ont fait l'objet depuis leur arrivée au Qatar. Des échanges fructueux qui ont permis d'ouvrir la voie à des perspectives prometteuses dans les relations entre le Qatar et la Côte d'Ivoire en matière militaire et pour toute forme de coopération. Nous sommes honorés par les discussions que nous avons eues avec son Excellence, des discussions très fructueuses qui augurent de lendemain meilleur dans les relations entre l'État du Qatar et l'État de Côte d'Ivoire, bien sûr en matière militaire, mais en toutes sortes de coopération. Nous partons d'ici rassurés de l'excellence des rapports entre l'émir du Qatar et le président Alassane Ouattara. Le vice-premier ministre, ministre d'État en charge des affaires de la Défense, son Excellence Khalid bin Mohamed Al Attiyah, promet en retour d'examiner avec bienveillance les dossiers qui lui ont été soumis. Une fois
fois n'est pas coutume. Dans cette émission, nous parlons plus de politique, d'économie et de tourisme, puisque nous vous présentons les différents pays d'Afrique. Vous regardez comme ça ces pays où il faut aller passer les vacances et même faire des affaires. Nous avons décidé de consacrer ces quelques minutes à la dame de cœur de Côte d'Ivoire, la dame au grand cœur, Madame Dominique Ouattara, dont la 9e édition de Children of Africa, qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, à Abidjan principalement, a drainé une pléiade de stars internationales venues de part et d'autre pour honorer d'abord cette grande soirée, honorer la première dame de Côte d'Ivoire, honorer le couple présidentiel, honorer les Ivoiriens et surtout l'enfance. Malheureuse, l'enfance à laquelle les recettes et les bénéfices de cette soirée sont entièrement consacrés. Pluie de stars, de personnalités politiques en Côte d'Ivoire pour cette 9e édition de la soirée de gala Children of Africa de Madame Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Près du demi-milliard de francs CFA récoltés pour des œuvres humanitaires. Entre stars présentes, l'une des plus grandes figures aujourd'hui du cinéma mondial, du cinéma hollywoodien. Un ami, Monsieur Isaac de Bankole, qui a fait le déplacement pour Abidjan. Reportage Raoul Sankoué à les caméras Ousmana Koulibaly. Madame Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, a organisé la 9e édition du dîner gala de la fondation Children of Africa ce vendredi 1er mars 2024 au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. L'objectif de cette somptueuse célébration était de mobiliser des fonds pour la construction d'une nouvelle aile dédiée à la chirurgie cardiaque pour les enfants malades du cœur au sein de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Une soirée extraordinaire qui a connu la présence d'une pléiade d'invités distingués parmi lesquels le président de la République Alassane Ouattara, ainsi que l'ancien président français Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, des membres du gouvernement, des stars du football et bien d'autres personnalités. Dans son discours de circonstance, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, n'a pas manqué de témoigner sa gratitude à l'endroit de tous les donateurs venus soutenir l'action de la fondation Children of Africa pour le projet de construction d'une nouvelle aile dédiée à la chirurgie cardiaque pour les enfants malades du cœur au sein de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Chers amis, chers donateurs, grâce à votre soutien indéfectible, nous avons pu réaliser de nombreux projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social qui ont eu une incidence positive et durable sur la vie de milliers d'enfants à travers le continent. En 26 ans, nous avons posé des actions majeures et mis en œuvre les principaux projets suivants. Le lycée de Kong, l'hôpital mère-enfant de Benjerville, les 3 centres d'accueil pour enfants en détresse, le groupe scolaire d'excellence d'Abobo, la nouvelle case des enfants et le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences d'Adiaké. Dans le secteur de la santé, l'hôpital mère-enfant de Benjerville est la réalisation phare de la Fondation. Ouvert en 2018, cet établissement sanitaire de référence internationale est à but non lucratif et permet d'offrir des soins de santé adéquats et à moindre coût aux populations. 25% des patients y sont pris en charge entièrement gratuitement. Si nous sommes ici ce soir, c'est en vue de lever des fonds pour la construction d'une nouvelle aile de chirurgie cardiaque à l'HME pour nos enfants malades du cœur. Cette nouvelle infrastructure spécialisée nous permettra de réaliser des opérations à cœur ouvert pour les enfants malades, notamment grâce à l'aide de la chaîne de l'espoir, notre partenaire à l'hôpital mère-enfant de Benjerville. C'est un projet ambitieux, mais je suis convaincue que nous pouvons le réaliser ensemble. Je ne peux que vous encourager à soutenir cette noble cause qui permettra de donner la chance à des milliers d'enfants de grandir épanouis, heureux et en bonne santé. Une 9e édition du dîner gala de la Fondation Children of Africa qui se tient après le décès de la marraine et grande donatrice de la Fondation, à qui la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a rendu un vibrant hommage. À l'entame de mon propos, mes pensées vont à ma très chère amie, la princesse Ira de Fürstenberg, marraine de la Fondation, qui nous a quittés brutalement
il y a quelques jours. Ira était mon amie depuis 30 ans, toujours disposée à aider les enfants d'Afrique et les plus démunis. Elle a constamment été présente pour moi, aussi bien dans les moments heureux que pendant les épreuves difficiles que nous avons traversées avec Alassane. Elle était la plus fidèle des amies. Ces dernières semaines, elle se réjouissait de venir à Abidjan pour participer à notre gala, un rendez-vous qu'elle n'a jamais manqué depuis la création de la Fondation. Je garderai d'elle nos moments de gaieté passés ensemble et les nombreux souvenirs agréables que nous avons partagés. Désormais partie à jamais pour l'au-delà, cette grande mécène de la Fondation a offert à titre posthume à la Fondation sa dernière création, une paire de vases de lapis lazuli, vendus aux enchères au cours de la soirée. Durant ce moment de donation, plusieurs autres objets de grande valeur ont été vendus aux enchères. Ce sont entre autres un tableau d'art réalisé par un célèbre artiste plasticien malien, Abdoulaye Konaté. Le maillot de la victoire spectaculaire et atypique des éléphants de Côte d'Ivoire à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, signé par tous les joueurs. Également, un masque Youré du centre de la Côte d'Ivoire, offert par un grand collectionneur ivoirien. Et enfin, un tableau de Ouattara Watts, célèbre peintre ivoirien aux États-Unis. Tous ces objets de grande valeur ont permis à la Fondation Children of Africa de collecter une cagnotte de 500 millions de francs CFA, auxquels s'ajoutent les gains engrangés par une tombola, mais également de nombreux autres lots offerts à la Fondation, notamment une voiture d'une valeur de 23 900 000 francs CFA, un collier serti de diamants, un billet d'avion classe affaires, une 9e édition du dîner de gala de la Fondation Children of Africa, riche en couleurs et en prestations artistiques. Au rang des artistes, Fally Ipupa, Maître Gims, Dadju, Yemi Alade, José, Magic System et bien d'autres. Une belle occasion qui a permis de renforcer la solidarité des citoyens du monde autour des enfants de l'Afrique à travers la Fondation Children of Africa. Voilà qui fera plaisir aux enfants démunis de Côte d'Ivoire, la petite enfance à laquelle Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a focalisé tous ses efforts. Nous allons parler de ce coup d'éclat dont je parlais à l'instant concernant la France et surtout le président français, M. Emmanuel Macron, juste après la réclame. Je l'ai dit au début de cette émission qu'on parlerait de la France et surtout de son président, M. Emmanuel Macron, qui vient de commettre quelque chose qui s'est apparu comme un coup de tonnerre. Le président français, son Excellence Emmanuel Macron, a souhaité que ce soit la chanteuse française d'origine malienne qui ouvre la cérémonie des Jeux Olympiques 2024 à Paris, au mois de juillet, sur une chanson d'Édith Piaf. Malgré des grincements de dents de ceux qui ne se sont pas rendus à l'évidence que Aya Nakamura reste à date l'artiste féminine française la plus populaire, la plus écoutée, la seule femme dans le top 20 des albums les plus vendus en 2023. Elle a été sacrée artiste de l'année aux dernières victoires de la musique en France et à 28 ans, elle est parmi les 30 personnalités les plus influentes dans le classement Forbes. Et depuis Édith Piaf, jamais une artiste française n'avait été autant écoutée aux Pays-Bas. Aya Nakamura a détrôné Édith Piaf aux Pays-Bas avec plus de 371 millions de vues. Il ne reste plus que sur Céline à dire bravo à Aya Nakamura pour avoir été choisie grâce à ses prestations, grâce à ses performances pour représenter la France à cette ouverture des Jeux Olympiques. Quant au président français Emmanuel Macron, c'est le lieu ici de lui dire que toute l'Afrique a un regard et lui dit merci pour ce choix qui honore cette grande France démocratique. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous remerciant comme ça d'avoir pris de votre temps pour suivre ces 1 heure de programme politique continental, je tiens simplement à vous donner rendez-vous à toutes les prochaines rediffusions sur votre petit écran et aussi de suivre sur les www.cnntv.ci 24h/24 sur 7 et en replay sur www.ciwebinfo.net. Je suis Constieka. Au revoir.